Il y avait les ténèbres, et soudain, bang! Survient la naissance d'une expansion infinie de temps, d'espace et de matière. Chaque jour, de nouvelles découvertes dévoilent les mystères, les secrets époustouflants et implacables de l'endroit que nous appelons l'univers. Dans l'univers, il est important de connaître ses plus proches voisins. Mais que connaissons-nous vraiment de notre coin de la galaxie? Au cours des dernières années, les scientifiques ont percé des secrets incroyables, juste à côté de chez nous. Nous découvrons de nouvelles lunes, de nouvelles planètes et de nouveaux mystères. C'est comme si vous découvriez dans votre rue une maison que vous n'aviez jamais vue. Nous faisons la connaissance de nouveaux voisins qui ne font que passer. Il existe des planètes qui errent dans la galaxie sans domicile fixe. Nous retrouvons d'anciens amis dont les jours sont comptés. Betelgeuse se transforme peut-être en supernova aujourd'hui même. Partons donc faire un tour dans notre coin de l'univers que nous commençons tout juste à connaître. Voyons où se place la Terre dans la Voie lactée. Notre quartier, ce n'est pas ça. Ça non plus. Ni ça. Ce n'est même pas ça. Et toujours pas ça. Si l'on prend encore plus de recul, notre quartier est un immense nuage de gaz. D'après les astronomes, notre système solaire se déplace à l'intérieur du nuage interstellaire local, aussi appelé fleuve local, à cause de sa faible densité et de sa forme irrégulière. Les gaz du nuage sont principalement de l'hydrogène et un peu d'hélium. Il y a aussi des traces d'éléments plus lourds, comme du carbone, de l'oxygène et du nitrogène, en suspension dans le nuage interstellaire. On sait que les atomes lourds du nuage sont en fait des résidus de précédentes explosions de supernovas. Le nuage interstellaire local mesure 30 années-lumière de long, c'est-à-dire environ 290 millions de milliards de kilomètres. Il se trouve lui-même au milieu d'un plus grand nuage de gaz en forme de cheminée appelé la bulle locale, lui aussi résidu d'une ancienne supernova. La bulle mesure 300 années-lumière de long et se situe sur le bord intérieur du bras en spirale de la Voie lactée. Notre quartier, c'est ça, du moins à notre connaissance. Notre position exacte dans la Voie lactée par rapport à ces bras, on ne la connaît pas. On ne connaît pas dans les détails la structure de notre galaxie. Certains pensent qu'elle a 2 bras principaux, d'autres disent qu'elle en a 4. Il est difficile pour nous de déterminer avec exactitude la structure de notre Voie lactée et l'emplacement exact de ses bras. On est comme une souris dans un labyrinthe. On n'a aucune vision globale de l'endroit où l'on se trouve. Dans presque n'importe quelle région de la Terre, on peut déterminer très précisément notre position. Dans 10 mètres, tournez à gauche. Mais quand on a affaire à un environnement aussi vaste que la Voie lactée, aucun GPS ne peut nous aider. Vous savez, notre galaxie a un diamètre de 100 000 années-lumière. Même dans l'exploration de notre environnement proche, il reste une grande part d'incertitude. Mais si nous avions un système de GPS galactique, il nous localiserait sans doute à peu près à mi-chemin entre le haut et le bas de la galaxie et à mi-chemin entre son périmètre et son centre. Notre système solaire se situe environ à 26 000 années-lumière du centre de la galaxie. Une hypothèse scientifique avance même que nous vivons dans une zone très exclusive. Il y a une théorie qui dit que seules les étoiles situées à une certaine distance du centre de la galaxie se trouvent dans ce qu'on appelle la zone galactique habitable, c'est-à-dire une zone où les planètes entourant ces étoiles peuvent accueillir des formes de vie. C'est le bon endroit, avec une étoile à la bonne température et une planète à la bonne distance pour permettre la présence d'eau liquide à sa surface. C'est comme ça que s'est produite l'alchimie qui a permis la naissance et l'évolution de la vie jusqu'à nous. La zone galactique habitable se trouverait entre 13 et 15 000 années-lumière de distance du centre de la Voie lactée.
La zone principale où nous nous trouvons s'étend de 20 000 à 29 000 années-lumière du centre. À l'intérieur de cette zone, d'anciens voisins ont été détruits afin de faire de la place pour notre habitat. Selon notre façon de voir les choses, notre environnement local, le système solaire, est un endroit assez sûr par rapport à ce qui semble se produire dans l'ensemble de l'univers. Au tout début de notre système solaire, c'était un endroit bien plus hostile. Les matériaux qui ont ensuite formé le Soleil et les planètes étaient encore en plein chambardement. Il se produisait des collisions violentes et de grands bouleversements qui ont ensuite donné naissance à cet endroit relativement calme qu'on connaît aujourd'hui. On pense que les premières étoiles se sont formées exclusivement à partir d'hydrogène et d'hélium. Ensuite, les étoiles fonctionnent comme des processeurs qui produisent les éléments plus lourds. C'est important parce que quand ces étoiles finissent par mourir et exploser, ces supernovas, sortes de champs du cygne stellaire, sèment des éléments lourds à travers la galaxie. Par exemple, le carbone de nos cellules, l'oxygène que l'on respire, le calcium de nos os, le fer de nos globules. Tous ces éléments sont des éléments lourds. On sait que le Soleil est au moins une étoile de seconde ou de troisième génération, parce qu'il est entouré de planètes, de corps composés de fer, de carbone et d'autres éléments lourds. Mais les processus à l'origine de la vie sur Terre ne semblent pas se produire à l'extérieur de la zone. Plus près du bord de la galaxie, les supernovas massives et donc les éléments lourds sont plus rares. Plus loin dans la galaxie, on n'a pas autant d'atomes comme le carbone, le nitrogène ou l'oxygène, ces atomes essentiels à la formation de la vie. La zone habitable de la galaxie s'arrête donc à la distance au-delà de laquelle on n'a pas ces atomes lourds pour créer la vie. Si la partie externe de la galaxie ne constitue pas un environnement très hospitalier, c'est encore pire dans sa partie interne. La force de gravité d'énormes planètes gazeuses risquerait de nous réduire en miettes. Les sources de danger se multiplient à l'approche du cœur de la galaxie. À l'époque de Copernic, on pensait être au centre de l'univers. Même quand on a commencé à mieux connaître le ciel, on pensait encore être au centre de la galaxie. Mais maintenant qu'on en sait plus, on sait que c'est plutôt une bonne chose de ne pas se trouver au centre de la galaxie. Au centre de la Voie lactée se produit une grande aspiration de matière et même de lumière. C'est Sagittarius A, un trou noir de près de 23 millions de kilomètres de diamètre et 3,7 millions de fois la masse du Soleil. Si le centre de la galaxie comporte un trou noir, ce dernier émet beaucoup de radiation, suffisamment en tout cas pour éliminer la vie telle qu'on la connaît. Donc il ne faut pas se trouver trop près. Il y a d'autres régions de la galaxie qui ne sont pas non plus très hospitalières pour la naissance de la vie, à cause des radiations émises par des étoiles de type O, extrêmement chaudes. Les étoiles de type O sont des géantes. Elles sont plus chaudes que le Soleil, 10 à 50 fois plus massives, et émettent des quantités titanesques de rayons ultraviolets. Près de ces étoiles, le risque n'est pas le coup de soleil, mais l'extinction totale. Il n'est sans doute pas facile de survivre dans un environnement proche de nombreuses étoiles de type O. Les géantes de type O peuvent détruire des planètes avant même leur apparition. Les radiations émises par ces étoiles sont tellement fortes qu'elles balaient complètement toute matière à l'intérieur de ces systèmes planétaires en formation et éjectent tout ce qui pourrait s'installer dans l'orbite de ces étoiles. Pour preuve, observons la nébuleuse de la Rosette. Elle se trouve à 5200 années-lumière d'ici, bien loin de la bulle locale. Mais elle nous montre bien l'effet que peuvent avoir les géantes de type O sur leur entourage. En 2008, une étude menée par l'Université de l'Arizona a découvert que dans la nébuleuse, 1 millier d'étoiles ont été calcinées les unes après les autres à cause de la trop grande proximité d'une géante bleue. À quelle distance faut-il se trouver pour être à l'abri des radiations d'une géante de type O? Si vous voulez mon avis, on n'est jamais trop loin d'une géante.
Pour une forme de vie comme la nôtre, ici sur Terre, qui est habituée à un rayonnement solaire assez modéré, il faut au moins se trouver à des dizaines d'années-lumière de la géante, voire plus. Surtout pas trop près en tout cas. Comme une ville coincée entre un désert et un océan, notre coin de la galaxie s'épanouit entre deux régions différentes, mais tout aussi inhospitalières l'une que l'autre. Avec tous les éléments nécessaires à la vie, et sans la menace de radiation intensive, notre région semble être l'endroit idéal. Mais notre emplacement dans la Voie lactée est-il si unique que ça? L'idée de la zone galactique habitable, c'est que si l'on se trouve trop près du centre de la galaxie, il se passe des tas de choses violentes, et ça élimine toute forme de vie. Pour moi, la vie peut naître dans n'importe quel environnement. En tout cas, on n'en sait rien, et donc on ne devrait pas être aussi catégorique. Il est possible que les formes de vie que l'on connaît ne puissent se développer qu'en zone galactique habitable. Mais ailleurs, il pourrait très bien y avoir d'autres formes de vie, des organismes extrémophiles. Une chose est sûre. Dans notre environnement, nous avons un soleil qui, contrairement à une géante bleue, nous protège du danger et de la destruction par des moyens que nous n'avons pas encore complètement élucidés. Cette action protectrice est peut-être invisible, mais sans la protection du soleil, notre environnement risquerait de disparaître. Si notre région de la Voie lactée semble plutôt calme, c'est que, comme beaucoup de communautés, nous ne prêtons pas attention au système de sécurité qui nous protège des dangers extérieurs. La plupart des villes situées en bord de rivières ou d'océans ont des digues et des levées pour se protéger des inondations. Si les digues cèdent, c'est la catastrophe. Ce genre de menaces et de systèmes de protection existent aussi au niveau galactique. L'espace est rempli de radiations qu'on appelle des rayons cosmiques. Les rayons cosmiques sont nocifs pour nous. Les rayonnements chargés en énergie ont tendance à briser les liaisons carbone dont nous sommes faits. Les rayonnements endommagent notre ADN et il y a des risques de mutation à partir de là. Certaines de ces mutations peuvent participer à la survie d'une espèce et d'autres causer des extinctions. Rien ne prouve que le rayonnement cosmique a eu un impact négatif sur la Terre dans le passé. Mais ce n'est pas à prendre à la légère. Notre première défense contre le rayonnement cosmique, c'est le magnétisme. Dans notre région de la galaxie, nous avons cette zone de protection. Évidemment, la Terre a un champ magnétique, produit par le déplacement des éléments à l'intérieur du noyau terrestre. Le Soleil aussi a un puissant champ magnétique, ainsi que des vents solaires. Ces phénomènes engendrent des moyens de protection contre des éléments issus de l'extérieur du système solaire. Le champ magnétique du Soleil est perturbé par les vents solaires, des courants de protons chargés et d'électrons éjectés du Soleil à plus d'1 million de kilomètres par heure. Les particules qui vivent à l'intérieur du système solaire entre les planètes étirent les limites du champ magnétique qui entoure le Soleil et forment des motifs complexes. Les vents solaires étirent le champ magnétique 3 fois plus loin que l'orbite de Neptune. Mais 14 milliards de kilomètres plus loin, dans un lieu appelé héliopause, les vents solaires s'affaiblissent et ralentissent jusqu'à tomber presque complètement. En ralentissant, ils déforment le champ magnétique qui constitue alors une barrière contre le rayonnement cosmique issu de l'espace interstellaire. C'est ce qu'on appelle l'héliogène. Sans l'héliogène, ces rayons cosmiques se déverseraient en permanence dans le système solaire. L'héliogène agit comme une sorte de cage anti-requin qui nous protège des rayons cosmiques et nous évite de subir leur influence. Certains rayons passent quand même, mais pas avec la même puissance qu'ils auraient sans cette protection. À une époque, on pensait que l'héliogène constituait une protection élégante, comme un flux de barrières magnétiques. Mais en 1977, on envoie les sondes Voyager 1 et 2
Au début du XXIe siècle, ces engins datant de l'époque disco nous renvoient des informations indiquant que les lignes du champ magnétique solaire ne se déplacent pas de façon lisse et régulière. Au contraire, elles se brisent et se reforment en une sorte de mousse magnétique dont chaque petite bulle a un diamètre de 160 millions de kilomètres. On pensait qu'il s'agissait d'une barrière jolie et bien lisse, alors qu'en fait il s'agit d'une zone de chaos, pleine de bulles et de formes différentes. Je crois qu'il y a toujours des gens pour croire que l'univers est un lieu plus élégant qu'il ne l'est en réalité, et d'autres pour penser qu'il est plus violent qu'il ne l'est. Dans la réalité, l'univers comporte certains côtés très élégants et d'autres très chaotiques. Où sont les régions bien lisses de notre environnement galactique? Et où sont les zones plus violentes? C'est souvent difficile à déterminer à cause des gaz et des poussières présents dans le cosmos. C'est un peu comme d'observer Hollywood derrière moi. Il y a même un bâtiment connu, mais on le distingue à peine. Et même plus loin, les collines sont encore plus floues. C'est à cause de tous les éléments présents dans l'air qui bloquent la vue. Et puis la colline elle-même m'empêche de voir ce qu'il y a derrière. C'est un peu ce qui se passe dans l'espace quand la poussière forme des nuages moléculaires très denses. Quand on se retrouve face à un nuage de cette sorte, on ne voit plus rien. Dans l'exploration de notre environnement galactique, ce qu'on voit dépend de notre façon d'observer les choses. L'une des choses que l'on a apprises au fil des années d'observation spatiale, c'est qu'à chaque fois qu'on regarde d'une façon différente, on voit de nouvelles choses. Et souvent, pour regarder d'une nouvelle façon, il suffit de regarder dans une partie différente du spectre électromagnétique. Quand on lève les yeux vers le ciel, avec ou sans télescope, dans la partie visible du spectre, on voit le ciel nocturne. Et c'est déjà beaucoup, mais ce n'est qu'une minuscule fraction de tout ce qu'il y a là-haut. Certains télescopes spatiaux peuvent voir à travers la poussière cosmique, grâce à la vision infrarouge, semblable à celle que proposent les caméras infrarouges vendues dans le commerce. J'ai ici un sac plastique. Quand je mets ma main à l'intérieur, vous ne voyez pas combien de doigts je vous présente. Avec une caméra infrarouge, on voit la chaleur qu'émet mon corps. Donc mon visage qui est chaud apparaît en rouge et blanc. Mais mes cheveux qui sont froids apparaissent en bleu. Donc, grâce à la caméra infrarouge, vous devriez voir combien de doigts je vous présente malgré le sac en plastique. C'est comme ça que les astronomes arrivent à voir à travers les poussières cosmiques quand ils veulent observer des objets dissimulés. Par exemple, des étoiles en train de naître sont très chaudes, mais elles sont dissimulées par des résidus et des poussières. Grâce à l'infrarouge, on peut quand même les observer. Certains objets sont soit transparents, soit opaques, selon la fréquence de la lumière qui tente de les traverser. Donc, par exemple, quelque chose qui pourrait nous empêcher de voir avec un télescope, comme de grandes quantités de poussière ou de gaz interstellaires, sera totalement invisible dans une autre portion du spectre. Et on verra ce qui se trouve derrière. Grâce à l'infrarouge et à de nombreuses autres longueurs d'onde à notre disposition, nous avons découvert des voisins dont nous ne soupçonnions même pas l'existence. Il existe tout un éventail d'instruments qui nous permettent d'exploiter cette règle, qui dit qu'en observant dans une portion particulière du spectre, on voit le ciel d'une façon particulière. D'après nos observations, il semblerait que certains de nos vieux voisins auraient aidé à la formation de la vie sur Terre, tandis que d'autres voisins plus récents pourraient bien avoir l'intention de nous éliminer. Dans notre exploration de notre environnement galactique, nous avons fait la connaissance de voisins intéressants. Mais comme sur Terre, il y a les voisins sympas et les voisins moins sympas. Les bons voisins, ce sont par exemple les objets qui se déplacent en orbite régulière et prévisible, qui font leur vie de leur côté. On peut les observer et leur faire signe de loin, mais ils ne feront jamais rien de soudain ou de dangereux pour nous. Les mauvais voisins, eux, sont plutôt ceux qui peuvent être instables et qui risquent de nous affecter de façon imprévisible. Ça peut être par exemple l'explosion d'une étoile. Ou une collision entre deux objets qui provoquerait un rebond inattendu et projetterait quelque chose dans notre direction. Donc si l'on veut classifier les choses grossièrement, entre les bons et les mauvais voisins, il faut séparer le prévisible de l'imprévisible, ou si vous préférez,
la violence de la non-violence. Parfois, un bon voisin peut apporter un cadeau lors de son emménagement. C'est ce qui a pu nous arriver il y a plusieurs milliards d'années. Alors que la Terre était en train de refroidir et de se former à partir de matériaux recyclés issus du Soleil, il se pourrait qu'elle ait reçu un cadeau qui aurait tout changé. À ses débuts, la Terre était très chaude, et toute l'eau qui aurait pu être présente au départ s'était sans doute évaporée. On pense donc qu'une bonne quantité de l'eau terrestre a dû provenir soit de comètes, soit d'astéroïdes gelés, voire des deux. L'une des théories concernant la présence aussi importante d'eau sur Terre explique qu'elle est venue de corps gelés issus de la partie externe de notre système solaire. Ces intrus seraient entrés dans notre partie du système solaire et auraient libéré une partie de l'eau qu'ils contenaient. D'après une théorie récente, il y a environ 4 milliards d'années, la gravité de géantes gazeuses comme Jupiter aurait envoyé des astéroïdes gelés s'écraser sur Mars, sur la Terre et sur Vénus. Mais il n'y a que sur Terre que la glace aurait pénétré à l'intérieur du manteau. L'eau aurait fragilisé la Terre et ainsi initié le phénomène titanesque de la tectonique des plaques qui mènera à l'apparition des continents et des océans. Qu'en est-il des formes de vie nées sous l'océan? Les éléments organiques nécessaires à la naissance de la vie sont-ils également venus de l'espace? À l'intérieur de météorites rares, appelées chondrites carbonées, des scientifiques ont découvert des éléments organiques semblables à ceux qui ont participé à l'apparition de la vie sur Terre. Ces composants ressemblent à ceux qui furent prélevés sur différents objets, comme les micrométéorites de la banquise antarctique, ainsi que de la poussière interstellaire et des échantillons de comètes prélevés lors de la mission Stardust de la NASA en 2005. La naissance de la vie implique une longue série de réactions et une grande variété de molécules organiques, c'est-à-dire contenant du carbone. De plus, il faut sans doute différentes circonstances pour former les différentes sortes de molécules organiques. Certaines ont pu se former sur Terre, mais d'autres se forment peut-être plus facilement dans l'espace et auraient donc été ensuite apportées sur Terre par des météorites ou des comètes. Sans ces cadeaux extraterrestres livrés par nos voisins spatiaux, la vie ne serait peut-être jamais apparue sur Terre. Nos voisins de la Voie lactée nous auraient donc aidés à venir au monde. Mais notre galaxie contient aussi des éléments susceptibles de nous détruire. Par exemple, une étoile naine orange appelée Gliese 710. Sa masse est environ équivalente à 60% de celle du Soleil. Elle est actuellement à 63 années-lumière de la Terre et ne cesse de se rapprocher. Gliese 710 semble bien se diriger droit sur notre système solaire. Au fur et à mesure qu'une naine orange se rapproche du système solaire, elle devient de plus en plus inquiétante. À presque exactement une année-lumière de la Terre, se trouve une immense zone de corps gelé, appelée le nuage d'Oort. Les corps du nuage d'Oort risquent de se transformer en comètes s'ils s'approchent trop près du Soleil. Mais en général, on ne les voit pas parce qu'ils sont encore très loin du Soleil. Des milliards de comètes potentielles sont donc là, à attendre qu'une force gravitationnelle leur donne de l'élan. La force de Gliese 710, par exemple. Gliese 710 va entrer en collision ou au moins commencer à perturber le nuage d'Oort d'ici environ 1,3 million d'années. Si Gliese 710 s'approche trop près, sa gravité risque de transformer d'inoffensifs morceaux de glace et de poussière en comètes menaçantes pour notre planète. Les conséquences pourraient être dramatiques. À ce moment-là, il pourrait se produire une véritable attaque de comètes sur le système solaire, qui pourrait bien provoquer une nouvelle extinction massive. On n'est pas certain que ça arrive un jour, mais c'est possible. D'après les astronomes, il y a 86% de chances pour que Gliese 710 traverse le nuage d'Oort. Si la boule orange était une naine orange comme Gliese 710, et que les quilles étaient les comètes du nuage d'Oort, voilà ce qui pourrait se passer. C'est vrai, mais voici un autre déroulement possible. Il y a 14% de chances pour que Gliese 710 passe à côté du nuage d'Oort, sans y pénétrer. Mais même sans collision directe, l'influence de la gravité de l'étoile risquerait de perturber au moins quelques comètes.
et de les éjecter dans notre direction. L'étoile pourrait se contenter de n'envoyer que quelques comètes vers le système solaire. Mais il en suffit d'une qui touche la Terre pour provoquer une catastrophe. Mais Gliese 710 n'est pas la seule menace. Il existe plus de 150 étoiles assez proches de nous pour représenter une menace pour nous dans les 2 prochains millions d'années. Les étoiles de notre Voie lactée sont toutes reliées entre elles par la gravité. Donc, elles se déplacent dans différentes directions, tout en tournant autour du centre de la galaxie. Mais les orbites sont toutes légèrement différentes. De notre point de vue, cela signifie que chaque étoile s'éloigne ou se rapproche de nous. D'après les estimations de la NASA, il y a plus de 20 000 astéroïdes proches de la Terre qui mesuraient plus de 100 mètres de diamètre, comme 2005 YU55, qui en novembre 2011 est passé près de la Terre, plus près même que la Lune. Il pourrait repasser encore plus près dans 200 ans. Quel effet cela ferait-il d'entrer en collision avec un astéroïde comme celui-là? Rappelez-vous Nagasaki à la fin de la Seconde Guerre mondiale et multipliez les dégâts par 4. En explorant notre région de la Voie lactée à la recherche de voisins plus ou moins bienveillants, nous avons découvert des choses inattendues. Nous avons désormais la preuve de l'existence d'étoiles si froides qu'on peut les toucher et de planètes semblant tout droit sorties de films de science-fiction. L'exploration de notre région de la galaxie a révélé de nombreuses surprises. C'est comme si vous découvriez dans votre rue une maison que vous n'aviez jamais vue alors qu'elle se trouve juste en face de chez vous. Prenons par exemple Alpha Centauri, l'étoile la plus lumineuse de la constellation du Centaure et l'étoile la plus proche de nous après le Soleil, à 4,3 années-lumière ou 40 millions de milliards de kilomètres. Au XVIIe siècle, les astronomes découvrent qu'Alpha Centauri est en fait un groupe de 2 étoiles. Puis, au XXe siècle, on découvre qu'il n'y en a non pas 2, mais 3. Alpha Centauri A est une étoile très semblable au Soleil. Elle a presque exactement la même masse que lui. Alpha Centauri B est un peu plus petite. La 3e étoile, Proxima Centauri, est une étoile de type M. C'est une étoile de masse très faible qui fait peut-être 12% de celle du Soleil. Elle est si discrète qu'on ne la voit pas à l'œil nu. Il se trouve qu'Alpha Centauri n'est pas la seule étoile voisine connue qui constitue en fait un système multiple. Sirius, à 8,6 années-lumière de chez nous, et considérée depuis des millénaires comme l'étoile la plus lumineuse du ciel, est en fait une étoile binaire. La plupart des étoiles sont plus petites et moins massives que notre Soleil, et la plupart fonctionnent en système binaire. Par ces 2 aspects, notre Soleil est assez exceptionnel. La plupart des étoiles sont des naines rouges ou des naines brunes. 70% des étoiles sont des naines rouges, non seulement dans notre galaxie, mais dans tout l'univers. Donc même si nous vivons en orbite autour de notre Soleil, et que l'on a tendance à le voir comme un modèle d'étoile, en fait, les naines rouges sont bien plus répandues. Pour ce qui est des naines brunes, ce n'est que dans les années 90 que l'on a découvert leur existence avec certitude. Ce ne sont pas tout à fait des étoiles, mais pas des planètes non plus. D'ailleurs, elles ne sont pas vraiment brunes non plus. Les naines brunes font partie des habitants les plus mystérieux de notre région. Elles sont extrêmement froides et très sombres. Cela signifie qu'elles n'émettent pas beaucoup de lumière et sont donc très difficiles à voir. En 2011, l'un des télescopes spatiaux de la NASA, WISE, l'explorateur pour l'étude grand angle dans l'infrarouge, a découvert une série de naines brunes juste à côté de chez nous, entre 9 et 40 années-lumière. Avant cette découverte, la température à la surface de ces naines brunes aurait semblé inimaginable. L'une des naines brunes que l'on a découverte est tellement froide que l'on pourrait poser les mains dessus. Elle ne fait que 26 degrés, c'est la température qu'il fait sur Terre lors d'une belle journée d'été. Qui sait ce qu'on peut encore découvrir? Plus on cherche, plus on trouve. Pourquoi existe-t-il autant d'étoiles de couleurs différentes? C'est ce que nous a demandé Anne Naka de Bâton Rouge en Louisiane. Anna, cette question est très intéressante.
En gros, les étoiles ont toute une couleur différente puisque celle-ci dépend de la température de leur surface. Les étoiles froides, comme Betelgeuse, nous apparaissent en rouge pour des températures d'environ 3000 degrés. Les étoiles les plus chaudes apparaissent dans des tons bleus, car elles font plus de 11 000 degrés. Et puis, il y a des étoiles comme le Soleil, avec des températures de 5000 à 6000 degrés, qui apparaissent blanches. On voit peut-être le Soleil plutôt jaune lorsqu'il se couche, mais c'est dû à notre atmosphère. En réalité, il est blanc. Mais les étoiles ne sont pas nos seules voisines. On a également découvert des centaines de planètes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la bulle locale. Nous avons découvert de nombreuses exoplanètes grâce à une mission du nom de Kepler, qui s'est attachée à observer les petites éclipses produites par une planète lorsqu'elle passe devant son étoile. On voit la lumière de l'étoile baisser imperceptiblement, puis revenir. C'est très difficile à voir. C'est un peu comme si vous observiez la baisse d'intensité d'une seule ampoule sur l'avenue principale de Las Vegas. Kepler est capable de prendre ces mesures avec tellement de précision qu'il peut détecter des planètes pas plus grosses que notre Terre en orbite autour d'étoiles comme le Soleil. La découverte de la première exoplanète ne date que d'une quinzaine d'années. C'est un peu comme si l'on avait été la seule maison du quartier, puis qu'on avait vu nos premiers voisins construire leur maison. Et maintenant, il y a tout un lotissement et de toutes nouvelles communautés d'exoplanètes se sont construites. À notre connaissance, notre plus proche voisine en dehors du système solaire est juste au coin de la rue, à 10,5 années-lumière de chez nous, en orbite autour de l'étoile orange Epsilon Eridani. Ce n'est pas le genre de planète que l'on partirait explorer à la recherche de formes de vie. On pense que cette planète est plutôt semblable à Jupiter dans notre système solaire, c'est-à-dire une grosse boule de gaz pas très hospitalière à la vie telle qu'on l'entend sur Terre. Un peu plus loin, à 200 années-lumière, se trouve une autre surprise. Une planète qui semble tout droit sortie de l'univers de Star Wars. Très récemment, le télescope de Kepler a découvert une planète en orbite autour de 2 soleils. Cette planète s'appelle Kepler 16b. Même si elle ressemble fortement à Tatooine dans Star Wars, elle n'est pas exactement semblable à la planète d'origine de Luke Skywalker. C'est en fait une planète pleine de glace et de gaz, plus semblable à Saturne qu'à la Terre. Avant cette découverte, on n'était pas certain qu'une planète puisse tourner en orbite autour de 2 soleils. Maintenant, on sait que c'est possible et c'est très intéressant parce que cela nous prouve que ces systèmes binaires sont des endroits propices pour la recherche de planètes. En 2011, les astronomes ont découvert un nouveau type d'étoile dans notre région. Les planètes errantes. Certains éléments indiquent qu'on peut trouver des planètes qui ne sont pas en orbite autour d'une étoile. Au départ, elles l'étaient sans doute, mais d'une façon ou d'une autre, elles ont ensuite été éjectées de leur système solaire. Depuis, elles errent sans but dans la galaxie, sans étoiles. On peut se demander si l'on aura un jour une nouvelle façon de définir ces corps, qui ont été des planètes, mais n'ont désormais plus d'étoiles. Il est tout à fait justifié d'appeler planète ces corps qui errent, puisque le mot grec planeta signifie en errance. Et ces corps sont clairement en errance dans l'espace. Mais ce ne sont pas les seules découvertes sur les voisins de notre système solaire. En 2011, le télescope Hubble a pris les toutes premières photos de la 4e lune de la planète naine Pluton, dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Pluton n'est pas si loin que ça, alors pourquoi nous a-t-il fallu aussi longtemps pour découvrir qu'elle a une 4e lune? En fait, c'est parce qu'elle est extrêmement petite, entre 15 et 30 km de diamètre, pas plus. Elle ne renvoie qu'une toute petite quantité de lumière solaire. Cette nouvelle lune est sans doute un monde gelé et sans vie, comme Pluton. Jusque-là, tous nos nouveaux voisins sont donc trop chauds ou trop froids pour permettre à toute forme de vie de se développer. Mais la quête se poursuit. Même si l'on n'a pas encore trouvé, on arrive à un point où notre technologie est à la hauteur de nos besoins. Donc on devrait finir par trouver des planètes semblables à la Terre dans un avenir très proche. En revanche, pour déterminer si oui ou non une planète est effectivement apte à accueillir la vie, la tâche est bien plus compliquée. Aucune des exoplanètes découvertes dans notre région de la Voie lactée ne représente de menace pour nous. Mais qu'en est-il des autres étoiles? Certaines pourraient-elles disparaître?
et nous entraîner avec elle. Notre position dans la galaxie comporte de nombreux avantages. Nous sommes exactement dans la zone propice pour la formation de la vie. Notre Soleil nous protège du dangereux rayonnement cosmique et la plupart de nos voisins sont plutôt calmes. Mais un quartier peut changer. Dans une rue, si un incendie détruit une maison, les maisons proches risquent des dommages elles aussi. Alors imaginez ce qui peut se passer lorsqu'une étoile s'éteint en supernova. Cela signifie que l'étoile explose et éjecte toute sa matière dans la galaxie. Ce sont des explosions d'étoiles qui ont permis notre formation, celle de la plupart des éléments lourds contenus dans les étoiles de notre entourage et celle des nuages gazeux qui entourent le système solaire. Mais mieux vaut ne pas se trouver trop près lorsqu'une étoile explose. Une explosion de supernova est extrêmement puissante. Le noyau de l'étoile s'éjecte, se heurte aux couches extérieures de l'étoile et les projette dans la galaxie. Du coup, la matière de l'étoile est éjectée dans une onde de choc. Et si l'on se trouve trop près, ça peut être dévastateur. Si l'on se trouve environ à 10 années-lumière, les radiations à haute énergie, comme les rayons X et les rayons gamma, risquent de nous faire du mal. Par exemple, ils vont détruire une partie de la couche d'ozone. En atteignant notre atmosphère, les radiations brisent les molécules de nitrogène. Les atomes de nitrogène se combinent avec l'oxygène pour former de l'oxyde nitrique. Cet oxyde nitrique, de formule NO, brise les molécules d'ozone de formule O3 pour former du dioxyde de nitrogène NO2. Le dioxyde de nitrogène peut ensuite se combiner avec des atomes d'oxygène pour former encore plus d'oxyde nitrique qui va pouvoir briser encore plus d'ozone. Et c'est l'effet boule de neige. En quelques semaines, une grande partie de la couche d'ozone sera détruite. Nous ne serons donc plus à l'abri des rayons ultraviolets du Soleil. Et la vie s'éteindra sur les couches supérieures de la Terre et des océans. Cette menace de mort toucherait également le phytoplancton, base de la chaîne alimentaire sous-marine, qui produit également 50% de l'oxygène présent sur Terre. Cela signerait l'arrêt de mort de la plupart des grandes formes de vie terrestre, notamment pour l'espèce humaine. L'une des candidates à l'extinction stellaire se trouve en dehors de la bulle locale. Pourtant, on l'observe dans le ciel nocturne depuis des millénaires. Il s'agit de la supergéante rouge Bételgeuse. Cette étoile, située entre 500 et 800 années-lumière de distance, est 20 fois plus grosse que le Soleil et constitue l'épaule gauche de la constellation d'Orion. Bételgeuse approche de la fin de sa vie. Entre 1996 et 2011, Bételgeuse a diminué de 15% pour des raisons encore inconnues. La supergéante pourrait bien se transformer en supernova d'ici 500 000 ans. Ou elle l'a peut-être déjà fait. Il est très possible que Bételgeuse explose ce soir, demain ou la semaine prochaine. Mais il est plus probable qu'elle produise une supernova d'ici quelques centaines de milliers d'années. Étant donné que Bételgeuse se situe à quelques centaines d'années-lumière de chez nous, il est même possible qu'elle ait déjà explosé et qu'on ne le sache pas encore parce que sa lumière ne nous a pas encore atteints. La bonne nouvelle, c'est que même si l'épaule d'Orion disparaît, Bételgeuse est trop loin pour endommager la Terre. Mais il y a aussi HR 8210, à 150 années-lumière de distance, dans la constellation de Pégase. Il ne s'agit pas d'une seule étoile, mais deux. Une étoile et une naine blanche, en orbite binaire l'une autour de l'autre. La naine blanche a une masse environ 15% supérieure à celle de notre Soleil. Elle n'est donc pas prête pour la supernova. Pas encore, en tout cas. HR 8210 est un système binaire de deux étoiles en orbite, l'une autour de l'autre. L'une des deux est déjà morte, elle est à l'état de naine blanche. Voici ce qui peut se passer.
Lorsque l'étoile qui est encore chaude actuellement passera par les différentes phases de la mort stellaire, lorsqu'elle commencera à gonfler, elle pourrait se mettre à déverser de la matière sur la naine blanche. La naine blanche est un peu comme un zombie qui dévore sa voisine. Lorsque l'étoile commencera à s'étendre, la naine blanche va se mettre à lui voler de la matière et donc à grossir elle-même. Et si elle atteint un certain point d'instabilité, elle risque d'exploser en supernova de type 1. Sommes-nous suffisamment loin de HR 8210 pour éviter les dommages collatéraux lors de son explosion? Pour être complètement à l'abri d'une explosion de supernova, il faut se trouver au moins à 100 années-lumière. 10 années-lumière, ça peut suffire, mais pas forcément. Ça dépend de quel effet secondaire on mourra en premier. Mais ça n'arrivera pas avant très longtemps. D'ici là, notre planète se sera déplacée, et HR 8210 aussi, puisque tout est en mouvement dans cette galaxie. Dans l'avenir, il se peut que ça arrive. Mais à ce moment-là, on se sera sans doute beaucoup éloigné. Mais pas de quoi être rassuré. La menace de HR 8210 n'a été découverte qu'en 2002. Combien d'autres futures supernovas nous entourent? Sont-elles proches? Et quand se produira l'explosion? Pour ne rien arranger, certains astronomes affirment que les supernovas vont se multiplier à l'avenir dans notre région du ciel. Notre système solaire est en orbite dans la galaxie, mais pas à la même vitesse que les bras de la Voie lactée. Cela signifie qu'à un moment donné, on va sans doute s'engager dans l'un de ces bras, qui contiennent beaucoup plus de grosses étoiles. Certaines d'entre elles vont arriver en fin de vie, produisant ainsi des supernovas. Et là, ce sera une vraie menace pour la Terre. Mais en attendant, nous sommes en relative sécurité dans notre coin de la galaxie, pour encore au moins quelques millions d'années. Cela nous laisse le temps pour de nombreuses explorations et encore plus de surprises. Nous vivons dans un environnement assez varié. La galaxie n'est pas un espace statique, donc ce sera toujours aussi passionnant, même au bout de plusieurs milliards d'années. De nos os, le fer de nos globules. Tous ces éléments sont des éléments lourds. On sait que le Soleil est au moins une étoile de seconde ou de troisième génération, parce qu'il est entouré de planètes, de corps composés de fer, de carbone et d'autres éléments lourds. Mais les processus à l'origine de la vie sur Terre ne semblent pas se produire à l'extérieur de la zone. Plus près du bord de la galaxie, les supernovas massives et donc les éléments lourds sont plus rares. Plus loin dans la galaxie, on n'a pas autant d'atomes comme le carbone, le nitrogène ou l'oxygène, ces atomes essentiels à la formation de la vie. La zone habitable de la galaxie s'arrête donc à la distance au-delà de laquelle on n'a pas ces atomes lourds pour créer la vie. Si la partie externe de la galaxie ne constitue pas un environnement très hospitalier, c'est encore pire dans sa partie interne. La force de gravité d'énormes planètes gazeuses risquerait de nous réduire en miettes. Les sources de danger se multiplient à l'approche du cœur de la galaxie. À l'époque de Copernic, on pensait être au centre de l'univers. Même quand on a commencé à mieux connaître le ciel, on pensait encore être au centre de la galaxie. Mais maintenant qu'on en sait plus, on sait que c'est plutôt une bonne chose de ne pas se trouver au centre de la galaxie. Au centre de la Voie lactée se produit une grande aspiration de matière et même de lumière. C'est Sagittarius A, un trou noir de près de 23 millions de kilomètres de diamètre et 3,7 millions de fois la masse du Soleil. Si le centre de la galaxie comporte un trou noir, ce dernier émet beaucoup de radiation, suffisamment en tout cas pour éliminer la vie telle qu'on la connaît. Donc il ne faut pas se trouver trop près. Il y a d'autres régions de la galaxie qui ne sont pas non plus très hospitalières pour la naissance de la vie, à cause des radiations émises par des étoiles de type O, extrêmement chaudes. Au début, il y avait les ténèbres, et soudain, bang! Survient la naissance d'une expansion infinie de temps, d'espace et de matière. Chaque jour, de nouvelles découvertes dévoilent les mystères, les secrets époustouflants et implacables
de l'endroit que nous appelons l'univers. Dans l'univers, il est important de connaître ses plus proches voisins. Mais que connaissons-nous vraiment de notre coin de la galaxie? Au cours des dernières années, les scientifiques ont percé des secrets incroyables, juste à côté de chez nous. Nous découvrons de nouvelles lunes, de nouvelles planètes et de nouveaux mystères. C'est comme si vous découvriez dans votre rue une maison que vous n'aviez jamais vue. Nous faisons la connaissance de nouveaux voisins qui ne font que passer. Il existe des planètes qui errent dans la galaxie sans domicile fixe. Nous retrouvons d'anciens amis dont les jours sont comptés. Betelgeuse se transforme peut-être en supernova aujourd'hui même. Partons donc faire un tour dans notre coin de l'univers que nous commençons tout juste à connaître. Voyons où se place la Terre dans la Voie lactée. Notre quartier, ce n'est pas ça. Ça non plus. Ni ça. Ce n'est même pas ça. Et toujours pas ça. Si l'on prend encore plus de recul, notre quartier est un immense nuage de gaz. D'après les astronomes, notre système solaire se déplace à l'intérieur du nuage interstellaire local, aussi appelé fleuve local, à cause de sa faible densité et de sa forme irrégulière. Les gaz du nuage sont principalement de l'hydrogène et un peu d'hélium. Il y a aussi des traces d'éléments plus lourds, comme du carbone, de l'oxygène et du nitrogène, en suspension. Une hypothèse scientifique avance même que nous vivons dans une zone très exclusive. Il y a une théorie qui dit que seules les étoiles situées à une certaine distance du centre de la galaxie se trouvent dans ce qu'on appelle la zone galactique habitable, c'est-à-dire une zone où les planètes entourant ces étoiles peuvent accueillir des formes de vie. C'est le bon endroit, avec une étoile à la bonne température et une planète à la bonne distance pour permettre la présence d'eau liquide à sa surface. C'est comme ça que s'est produite l'alchimie qui a permis la naissance et l'évolution de la vie jusqu'à nous. La zone galactique habitable se trouverait entre 13 et 15 000 années-lumière de distance du centre de la Voie lactée. La zone principale où nous nous trouvons s'étend de 20 000 à 29 000 années-lumière du centre. À l'intérieur de cette zone, d'anciens voisins ont été détruits afin de faire de la place pour notre habitat. Selon notre façon de voir les choses, notre environnement local, le système solaire, est un endroit assez sûr par rapport à ce qui semble se produire dans l'ensemble de l'univers. Au tout début de notre système solaire, c'était un endroit bien plus hostile. Les matériaux qui ont ensuite formé le Soleil et les planètes étaient encore en plein chambardement. Il se produisait des collisions violentes et de grands bouleversements qui ont ensuite donné naissance à cet endroit relativement calme qu'on connaît aujourd'hui. On pense que les premières étoiles se sont formées exclusivement à partir d'hydrogène et d'hélium. Ensuite, les étoiles fonctionnent comme des processeurs qui produisent les éléments plus lourds. C'est important parce que quand ces étoiles finissent par mourir et exploser, ces supernovas, sortes de champs du cygne stellaire, sèment des éléments lourds à travers la galaxie. Par exemple, le carbone de nos cellules, l'oxygène que l'on respire, le calcium Dans le nuage interstellaire. On sait que les atomes lourds du nuage sont en fait des résidus de précédentes explosions de supernovas. Le nuage interstellaire local mesure 30 années-lumière de long, c'est-à-dire environ 290 millions de milliards de kilomètres. Il se trouve lui-même au milieu d'un plus grand nuage de gaz en forme de cheminée appelé la bulle locale, lui aussi résidu d'une ancienne supernova. La bulle mesure 300 années-lumière de long et se situe sur le bord intérieur du bras en spirale de la Voie lactée. Notre quartier, c'est ça, du moins à notre connaissance. Notre position exacte dans la Voie lactée par rapport à ces bras, on ne la connaît pas. On ne connaît pas dans les détails la structure de notre galaxie. Certains pensent qu'elle a 2 bras principaux, d'autres disent qu'elle en a 4. Il est difficile pour nous de déterminer avec exactitude la structure de notre Voie lactée
et l'emplacement exact de ses bras. On est comme une souris dans un labyrinthe. On n'a aucune vision globale de l'endroit où l'on se trouve. Dans presque n'importe quelle région de la Terre, on peut déterminer très précisément notre position. Dans 10 mètres, tournez à gauche. Mais quand on a affaire à un environnement aussi vaste que la Voie lactée, aucun GPS ne peut nous aider. Vous savez, notre galaxie a un diamètre de 100 000 années-lumière. Même dans l'exploration de notre environnement proche, il reste une grande part d'incertitude. Mais si nous avions un système de GPS galactique, il nous localiserait sans doute à peu près à mi-chemin entre le haut et le bas de la galaxie et à mi-chemin entre son périmètre et son centre. Notre système solaire se situe environ à 26 000 années-lumière du centre de la galaxie. Les étoiles de type O sont des géantes. Elles sont plus chaudes que le Soleil, 10 à 50 fois plus massives, et émettent des quantités titanesques de rayons ultraviolets. Près de ces étoiles, le risque n'est pas le coup de soleil, mais l'extinction totale. Il n'est sans doute pas facile de survivre dans un environnement proche de nombreuses étoiles de type O. Les géantes de type O peuvent détruire des planètes avant même leur apparition. Les radiations émises par ces étoiles sont tellement fortes qu'elles balaient complètement toute matière à l'intérieur de ces systèmes planétaires en formation et éjectent tout ce qui pourrait s'installer dans l'orbite de ces étoiles. Pour preuve, observons la nébuleuse de la Rosette. Elle se trouve à 5200 années-lumière d'ici, bien loin de la bulle locale. Mais elle nous montre bien l'effet que peuvent avoir les géantes de type O sur leur entourage. En 2008, une étude menée par l'Université de l'Arizona a découvert que dans la nébuleuse, 1 millier d'étoiles ont été calcinées les unes après les autres à cause de la trop grande proximité d'une géante bleue. À quelle distance faut-il se trouver pour être à l'abri des radiations d'une géante de type O? Si vous voulez mon avis, on n'est jamais trop loin d'une géante. Pour une forme de vie comme la nôtre, ici sur Terre, qui est habituée à un rayonnement solaire assez modéré, il faut au moins se trouver à des dizaines d'années-lumière de la géante, voire plus. Surtout pas trop près en tout cas. Comme une ville coincée entre un désert et un océan, notre coin de la galaxie s'épanouit entre deux régions différentes, mais tout aussi inhospitalières l'une que l'autre. Avec tous les éléments nécessaires à la vie, et sans la menace de radiation intensive, notre région semble être l'endroit idéal. Mais notre emplacement dans la Voie lactée est-il si unique que ça? D'après les astronomes, il y a 86% de chances pour que Gliese 710 traverse le nuage d'Oort. Si la boule orange était une naine orange comme Gliese 710, et que les quilles étaient les comètes du nuage d'Oort, voilà ce qui pourrait se passer. C'est vrai, mais voici un autre déroulement possible. Il y a 14% de chances pour que Gliese 710 passe à côté du nuage d'Oort, sans y pénétrer. Mais même sans collision directe, l'influence de la gravité de l'étoile risquerait de perturber au moins quelques comètes et de les éjecter dans notre direction. L'étoile pourrait se contenter de n'envoyer que quelques comètes vers le système solaire. Mais il en suffit d'une qui touche la Terre pour provoquer une catastrophe. Mais Gliese 710 n'est pas la seule menace. Il existe plus de 150 étoiles assez proches de nous pour représenter une menace pour nous dans les 2 prochains millions d'années. Les étoiles de notre Voie lactée sont toutes reliées entre elles par la gravité. Donc, elles se déplacent dans différentes directions, tout en tournant autour du centre de la galaxie. Mais les orbites sont toutes légèrement différentes. De notre point de vue, cela signifie que chaque étoile s'éloigne ou se rapproche de nous. D'après les estimations de la NASA, il y a plus de 20 000 astéroïdes proches de la Terre qui mesuraient plus de 100 mètres de diamètre, comme 2005 YU55, qui en novembre 2011 est passé près de la Terre, plus près même que la Lune. Il pourrait repasser encore plus près dans 200 ans. Quel effet cela ferait-il d'entrer en collision avec un astéroïde comme celui-là?
Rappelez-vous Nagasaki à la fin de la Seconde Guerre mondiale et multipliez les dégâts par 4. En explorant notre région de la Voie lactée à la recherche de voisins plus ou moins bienveillants, nous avons découvert des choses inattendues. Nous avons désormais la preuve de l'existence d'étoiles si froides qu'on peut les toucher et de planètes semblant tout droit sorties de films de science-fiction. L'exploration de notre région de la galaxie a révélé de nombreuses surprises. C'est comme si vous découvriez dans votre rue une maison que vous n'aviez jamais vue alors qu'elle se trouve juste en face de chez vous. Prenons par exemple Alpha Centauri, l'étoile la plus lumineuse de la constellation du Centaure et l'étoile la plus proche de nous après le Soleil, à 4,3 années-lumière ou 40 millions de milliards de kilomètres. Au XVIIe siècle, les astronomes découvrent qu'Alpha Centauri est en fait un groupe de 2 étoiles. Puis, au XXe siècle, on découvre qu'il n'y en a non pas 2, mais 3. Alpha Centauri n'a aucune vision globale de l'endroit où l'on se trouve. Dans presque n'importe quelle région de la Terre, on peut déterminer très précisément notre position. Dans 10 mètres, tournez à gauche. Mais quand on a affaire à un environnement aussi vaste que la Voie lactée, aucun GPS ne peut nous aider. Vous savez, notre galaxie a un diamètre de 100 000 années-lumière. Même dans l'exploration de notre environnement proche, il reste une grande part d'incertitude. Mais si nous avions un système de GPS galactique, il nous localiserait sans doute à peu près à mi-chemin entre le haut et le bas de la galaxie et à mi-chemin entre son périmètre et son centre. Notre système solaire se situe environ à 26 000 années-lumière du centre de la galaxie. Les étoiles de type O sont des géantes. Elles sont plus chaudes que le Soleil, 10 à 50 fois plus massives, et émettent des quantités titanesques de rayons ultraviolets. Près de ces étoiles, le risque n'est pas le coup de soleil, mais l'extinction totale. Il n'est sans doute pas facile de survivre dans un environnement proche de nombreuses étoiles de type O. Les géantes de type O peuvent détruire des planètes avant même leur apparition. Les radiations émises par ces étoiles sont tellement fortes qu'elles balaient complètement toute matière à l'intérieur de ces systèmes planétaires en formation et éjectent tout ce qui pourrait s'installer dans l'orbite de ces étoiles. Pour preuve, observons la nébuleuse de la Rosette. Elle se trouve à 5200 années-lumière d'ici, bien loin de la bulle locale. Mais elle nous montre bien l'effet que peuvent avoir les géantes de type O sur leur entourage. En 2008, une étude menée par l'Université de l'Arizona a découvert que dans la nébuleuse, 1 millier d'étoiles ont été calcinées les unes après les autres à cause de la trop grande proximité d'une géante bleue. À quelle distance faut-il se trouver pour être à l'abri des radiations d'une géante de type O? Si vous voulez mon avis, on n'est jamais trop loin d'une géante. Pour une forme de vie comme la nôtre, ici sur Terre, qui est habituée à un rayonnement solaire assez modéré, il faut au moins se trouver à des dizaines d'années-lumière de la géante, voire plus. Surtout pas trop près en tout cas. Comme une ville coincée entre un désert et un océan, notre coin de la galaxie s'épanouit entre 2 régions différentes, mais tout aussi inhospitalières l'une que l'autre. Avec tous les éléments nécessaires à la vie, et sans la menace de radiation intensive, notre région semble être l'endroit idéal. Dans presque n'importe quelle région de la Terre, on peut déterminer très précisément notre position. Dans 10 mètres, tournez à gauche. Mais quand on a affaire à un environnement aussi vaste que la Voie lactée, aucun GPS ne peut nous aider. Vous savez, notre galaxie a un diamètre de 100 000 années-lumière. Même dans l'exploration de notre environnement proche, il reste une grande part d'incertitude. Mais si nous avions un système de GPS galactique, il nous localiserait sans doute à peu près à mi-chemin entre le haut et le bas de la galaxie
et à mi-chemin entre son périmètre et son centre. Notre système solaire se situe environ à 26 000 années-lumière du centre de la galaxie. Les étoiles de type O sont des géantes. Elles sont plus chaudes que le Soleil, 10 à 50 fois plus massives, et émettent des quantités titanesques de rayons ultraviolets. Près de ces étoiles, le risque n'est pas le coup de soleil, mais l'extinction totale. Il n'est sans doute pas facile de survivre dans un environnement proche de nombreuses étoiles de type O. Les géantes de type O peuvent détruire des planètes avant même leur apparition. Les radiations émises par ces étoiles sont tellement fortes qu'elles balaient complètement toute matière à l'intérieur de ces systèmes planétaires en formation et éjectent tout ce qui pourrait s'installer dans l'orbite de ces étoiles. Pour preuve, observons la nébuleuse de la Rosette. Elle se trouve à 5200 années-lumière d'ici, bien loin de la bulle locale. Mais elle nous montre bien l'effet que peuvent avoir les géantes de type O sur leur entourage. En 2008, une étude menée par l'Université de l'Arizona a découvert que dans la nébuleuse, 1 millier d'étoiles ont été calcinées les unes après les autres à cause de la trop grande proximité d'une géante bleue. À quelle distance faut-il se trouver pour être à l'abri des radiations d'une géante de type O? Si vous voulez mon avis, on n'est jamais trop loin d'une géante. Pour une forme de vie comme la nôtre, ici sur Terre, qui est habituée à un rayonnement solaire assez modéré, il faut au moins se trouver à des dizaines d'années-lumière de la géante, voire plus. Surtout pas trop près en tout cas. Comme une ville coincée entre un désert et un océan, notre coin de la galaxie s'épanouit entre deux régions différentes, mais tout aussi inhospitalières l'une que l'autre. Avec tous les éléments nécessaires à la vie, et sans la menace de radiation intensive, notre région semble être l'endroit idéal. Mais notre emplacement... C'est important parce que quand ces étoiles finissent par mourir et exploser, ces supernovas, sortes de champs du cygne stellaire, sèment des éléments lourds à travers la galaxie. Par exemple, le carbone de nos cellules, l'oxygène que l'on respire, le calcium de nos os, le fer de nos globules. Tous ces éléments sont des éléments lourds. On sait que le Soleil est au moins une étoile de seconde ou de troisième génération, parce qu'il est entouré de planètes, de corps composés de fer, de carbone et d'autres éléments lourds. Mais les processus à l'origine de la vie sur Terre ne semblent pas se produire à l'extérieur de la zone. Plus près du bord de la galaxie, les supernovas massives et donc les éléments lourds sont plus rares. Plus loin dans la galaxie, on n'a pas autant d'atomes comme le carbone, le nitrogène ou l'oxygène, ces atomes essentiels à la formation de la vie. La zone habitable de la galaxie s'arrête donc à la distance au-delà de laquelle on n'a pas ces atomes lourds pour créer la vie. Si la partie externe de la galaxie ne constitue pas un environnement très hospitalier, c'est encore pire dans sa partie interne. La force de gravité d'énormes planètes gazeuses risquerait de nous réduire en miettes. Les sources de danger se multiplient à l'approche du cœur de la galaxie. À l'époque de Copernic, on pensait être au centre de l'univers. Même quand on a commencé à mieux connaître le ciel, on pensait encore être au centre de la galaxie. Mais maintenant qu'on en sait plus, on sait que c'est plutôt une bonne chose de ne pas se trouver au centre de la galaxie. Au centre de la Voie lactée se produit une grande aspiration de matière et même de lumière. C'est Sagittarius A, un trou noir de près de 23 millions de kilomètres de diamètre et 3,7 millions de fois la masse du Soleil. Si le centre de la galaxie comporte un trou noir, ce dernier émet beaucoup de radiation, suffisamment en tout cas pour éliminer la vie telle qu'on la connaît. Donc il ne faut pas se trouver trop près. Il y a d'autres régions de la galaxie qui ne sont pas non plus très hospitalières pour la naissance de la vie, à cause des radiations émises par des étoiles de type O, extrêmement chaudes. Les étoiles de type O sont des géantes. Elles sont plus chaudes que le Soleil, 10 à 50 fois plus massives, et émettent des quantités titanesques de rayons ultraviolets. Près de ces étoiles, le risque n'est pas le coup de soleil, mais l'extinction totale.
Il n'est sans doute pas facile de survivre dans un environnement proche de nombreuses étoiles de type O. Les géantes de type O peuvent détruire des planètes avant même leur apparition. Que Gliese 710 passe à côté du nuage de Oort, sans y pénétrer. Mais même sans collision directe, l'influence de la gravité de l'étoile risquerait de perturber au moins quelques comètes et de les éjecter dans notre direction. L'étoile pourrait se contenter de n'envoyer que quelques comètes vers le système solaire. Mais il en suffit d'une qui touche la Terre pour provoquer une catastrophe. Mais Gliese 710 n'est pas la seule menace. Il existe plus de 150 étoiles assez proches de nous pour représenter une menace pour nous dans les 2 prochains millions d'années. Les étoiles de notre Voie lactée sont toutes reliées entre elles par la gravité. Donc, elles se déplacent dans différentes directions, tout en tournant autour du centre de la galaxie. Mais les orbites sont toutes légèrement différentes. De notre point de vue, cela signifie que chaque étoile s'éloigne ou se rapproche de nous. D'après les estimations de la NASA, il y a plus de 20 000 astéroïdes proches de la Terre qui mesuraient plus de 100 mètres de diamètre, comme 2005 YU55 qui en novembre 2011 est passé près de la Terre, plus près même que la Lune. Il pourrait repasser encore plus près dans 200 ans. Quel effet cela ferait-il d'entrer en collision avec un astéroïde comme celui-là? Rappelez-vous Nagasaki à la fin de la Seconde Guerre mondiale et multipliez les dégâts par 4. En explorant notre région de la Voie lactée à la recherche de voisins plus ou moins bienveillants, nous avons découvert des choses inattendues. Nous avons désormais la preuve de l'existence d'étoiles si froides qu'on peut les toucher et de planètes semblant tout droit sorties de films de science-fiction. L'exploration de notre région de la galaxie a révélé de nombreuses surprises. C'est comme si vous découvriez dans votre rue une maison que vous n'aviez jamais vue alors qu'elle se trouve juste en face de chez vous. Prenons par exemple Alpha Centauri, l'étoile la plus lumineuse de la constellation du Centaure et l'étoile la plus proche de nous après le Soleil, à 4,3 années-lumière ou 40 millions de milliards de kilomètres. Au XVIIe siècle, les astronomes découvrent qu'Alpha Centauri est en fait un groupe de 2 étoiles. Puis, au XXe siècle, on découvre qu'il n'y en a non pas 2, mais 3. Alpha Centauri A est une étoile très semblable au Soleil. Elle a presque exactement la même masse que lui. Alpha Centauri B est un peu plus petite. La 3e étoile, Proxima Centauri, est une étoile de type M. C'est une étoile de masse très faible qui fait peut-être 12% de celle du Soleil. Elle est si discrète qu'on ne la voit pas à l'œil nu. Ça peut être par exemple l'explosion d'une étoile. Ou une collision entre 2 objets qui provoquerait un rebond inattendu et projetterait quelque chose dans notre direction. Donc si l'on veut classifier les choses grossièrement, entre les bons et les mauvais voisins, il faut séparer le prévisible de l'imprévisible, ou si vous préférez, la violence de la non-violence. Parfois, un bon voisin peut apporter un cadeau lors de son emménagement. C'est ce qui a pu nous arriver il y a plusieurs milliards d'années. Alors que la Terre était en train de refroidir et de se former à partir de matériaux recyclés issus du Soleil, il se pourrait qu'elle ait reçu un cadeau qui aurait tout changé. À ses débuts, la Terre était très chaude, et toute l'eau qui aurait pu être présente au départ s'était sans doute évaporée. On pense donc qu'une bonne quantité de l'eau terrestre a dû provenir soit de comètes, soit d'astéroïdes gelés, voire des 2. L'une des théories concernant la présence aussi importante d'eau sur Terre explique qu'elle est venue de corps gelés issus de la partie externe de notre système solaire. Ces intrus seraient entrés dans notre partie du système solaire et auraient libéré une partie de l'eau qu'ils contenaient. D'après une théorie récente, il y a environ 4 milliards d'années, la gravité de géantes gazeuses comme Jupiter aurait envoyé des astéroïdes gelés s'écraser sur Mars, sur la Terre et sur Vénus. Mais il n'y a que sur Terre que la glace aurait pénétré à l'intérieur du manteau. L'eau aurait fragilisé la Terre
et ainsi initier le phénomène titanesque de la tectonique des plaques qui mènera à l'apparition des continents et des océans. Qu'en est-il des formes de vie nées sous l'océan? Les éléments organiques nécessaires à la naissance de la vie sont-ils également venus de l'espace? À l'intérieur de météorites rares, appelées chondrites carbonées, des scientifiques ont découvert des éléments organiques semblables à ceux qui ont participé à l'apparition de la vie sur Terre. Ces composants ressemblent à ceux qui furent prélevés sur différents objets, comme les micrométéorites de la banquise antarctique, ainsi que de la poussière interstellaire et des échantillons de comètes prélevés lors de la mission Stardust de la NASA en 2005. La naissance de la vie implique une longue série de réactions et une grande variété de molécules organiques, c'est-à-dire contenant du carbone. De plus, il faut sans doute différentes circonstances pour former les différentes sortes de molécules organiques. Certaines ont pu se former sur Terre, mais d'autres se forment peut-être plus facilement dans l'espace et auraient donc été ensuite apportées sur Terre par des météorites ou des comètes. Sans ces cadeaux extraterrestres livrés par nos voisins spatiaux, la vie ne serait peut-être jamais apparue sur Terre, 13 et 15 000 années-lumière de distance du centre de la Voie lactée. La zone principale où nous nous trouvons s'étend de 20 000 à 29 000 années-lumière du centre. À l'intérieur de cette zone, d'anciens voisins ont été détruits afin de faire de la place pour notre habitat. Selon notre façon de voir les choses, notre environnement local, le système solaire, est un endroit assez sûr par rapport à ce qui semble se produire dans l'ensemble de l'univers. Au tout début de notre système solaire, c'était un endroit bien plus hostile. Les matériaux qui ont ensuite formé le Soleil et les planètes étaient encore en plein chambardement. Il se produisait des collisions violentes et de grands bouleversements qui ont ensuite donné naissance à cet endroit relativement calme qu'on connaît aujourd'hui. On pense que les premières étoiles se sont formées exclusivement à partir d'hydrogène et d'hélium. Ensuite, les étoiles fonctionnent comme des processeurs qui produisent les éléments plus lourds. C'est important parce que quand ces étoiles finissent par mourir et exploser, ces supernovas, sortes de champs du cygne stellaire, sèment des éléments lourds à travers la galaxie. Par exemple, le carbone de nos cellules, l'oxygène que l'on respire, le calcium de nos os, le fer de nos globules. Tous ces éléments sont des éléments lourds. On sait que le Soleil est au moins une étoile de seconde ou de troisième génération, parce qu'il est entouré de planètes, de corps composés de fer, de carbone et d'autres éléments lourds. Mais les processus à l'origine de la vie sur Terre ne semblent pas se produire à l'extérieur de la zone. Plus près du bord de la galaxie, les supernovas massives et donc les éléments lourds sont plus rares. Plus loin dans la galaxie, on n'a pas autant d'atomes comme le carbone, le nitrogène ou l'oxygène, ces atomes essentiels à la formation de la vie. La zone habitable de la galaxie s'arrête donc à la distance au-delà de laquelle on n'a pas ces atomes lourds pour créer la vie. Si la partie externe de la galaxie ne constitue pas un environnement très hospitalier, c'est encore pire dans sa partie interne. La force de gravité d'énormes planètes gazeuses risquerait de nous réduire en miettes. Les sources de danger se multiplient à l'approche du cœur de la galaxie. À l'époque de Copernic, on pensait être au centre de l'univers. Même quand on a commencé à mieux connaître le ciel, on pensait encore être au centre de la galaxie. Mais maintenant qu'on en sait plus, on sait que c'est plutôt une bonne chose de ne pas se trouver au centre de la galaxie. Au centre de la Voie lactée, jusque-là, tous nos nouveaux voisins sont donc trop chauds ou trop froids pour permettre à toute forme de vie de se développer. Mais la quête se poursuit. Même si l'on n'a pas encore trouvé, on arrive à un point où notre technologie est à la hauteur de nos besoins. Donc on devrait finir par trouver des planètes semblables à la Terre dans un avenir très proche. En revanche, pour déterminer si oui ou non une planète est effectivement apte à accueillir la vie, la tâche est bien plus compliquée. Aucune des exoplanètes découvertes dans notre région de la Voie lactée ne représente de menace pour nous.
Mais qu'en est-il des autres étoiles? Certaines pourraient-elles disparaître et nous entraîner avec elles? Notre position dans la galaxie comporte de nombreux avantages. Nous sommes exactement dans la zone propice pour la formation de la vie. Notre Soleil nous protège du dangereux rayonnement cosmique et la plupart de nos voisins sont plutôt calmes. Mais un quartier peut changer. Dans une rue, si un incendie détruit une maison, les maisons proches risquent des dommages elles aussi. Alors imaginez ce qui peut se passer lorsqu'une étoile s'éteint en supernova. Cela signifie que l'étoile explose et éjecte toute sa matière dans la galaxie. Ce sont des explosions d'étoiles qui ont permis notre formation, celle de la plupart des éléments lourds contenus dans les étoiles de notre entourage et celle des nuages gazeux qui entourent le système solaire. Mais mieux vaut ne pas se trouver trop près lorsqu'une étoile explose. Une explosion de supernova est extrêmement puissante. Le noyau de l'étoile s'éjecte, se heurte aux couches extérieures de l'étoile et les projette dans la galaxie. Du coup, la matière de l'étoile est éjectée dans une onde de choc. Et si l'on se trouve trop près, ça peut être dévastateur. Si l'on se trouve environ à 10 années-lumière, les radiations à haute énergie, comme les rayons X et les rayons gamma, risquent de nous faire du mal. Par exemple, ils vont détruire une partie de la couche d'ozone. En atteignant notre atmosphère, les radiations brisent les molécules de nitrogène. Les atomes de nitrogène se combinent avec l'oxygène pour former de l'oxyde nitrique. Cet oxyde nitrique, de formule NO, brise les molécules d'ozone de formule O3 pour former du dioxyde de nitrogène NO2. Le dioxyde de nitrogène peut ensuite se combiner les processeurs qui produisent les éléments plus lourds. C'est important parce que quand ces étoiles finissent par mourir et exploser, ces supernovas, sortes de champs du cygne stellaire, sèment des éléments lourds à travers la galaxie. par exemple le carbone de nos cellules, l'oxygène que l'on respire, le calcium de nos os, le fer de nos globules. Tous ces éléments sont des éléments lourds. On sait que le Soleil est au moins une étoile de seconde ou de troisième génération, parce qu'il est entouré de planètes, de corps composés de fer, de carbone et d'autres éléments lourds. Mais les processus à l'origine de la vie sur Terre ne semblent pas se produire à l'extérieur de la zone. Plus près du bord de la galaxie, les supernovas massives et donc les éléments lourds sont plus rares. Plus loin dans la galaxie, on n'a pas autant d'atomes comme le carbone, le nitrogène ou l'oxygène, ces atomes essentiels à la formation de la vie. La zone habitable de la galaxie s'arrête donc à la distance au-delà de laquelle on n'a pas ces atomes lourds pour créer la vie. Si la partie externe de la galaxie ne constitue pas un environnement très hospitalier, c'est encore pire dans sa partie interne. La force de gravité d'énormes planètes gazeuses risquerait de nous réduire en miettes. Les sources de danger se multiplient à l'approche du cœur de la galaxie. À l'époque de Copernic, on pensait être au centre de l'univers. Même quand on a commencé à mieux connaître le ciel, on pensait encore être au centre de la galaxie. Mais maintenant qu'on en sait plus, on sait que c'est plutôt une bonne chose de ne pas se trouver au centre de la galaxie. Au centre de la Voie lactée se produit une grande aspiration de matière et même de lumière. C'est Sagittarius A, un trou noir de près de 23 millions de kilomètres de diamètre et 3,7 millions de fois la masse du Soleil. Si le centre de la galaxie comporte un trou noir, ce dernier émet beaucoup de radiation, suffisamment en tout cas pour éliminer la vie telle qu'on la connaît. Donc il ne faut pas se trouver trop près. Il y a d'autres régions de la galaxie qui ne sont pas non plus très hospitalières pour la naissance de la vie, à cause des radiations émises par des étoiles de type O, extrêmement chaudes. Les étoiles de type O sont des géantes. Elles sont plus chaudes que le Soleil, 10 à 50 fois plus massives,
et émettent des quantités titanesques de rayons ultraviolets. Près de ces étoiles, le risque n'est pas le coup de soleil, mais l'extinction totale. Il n'est sans doute pas facile de survivre dans un environnement proche de nombreuses étoiles de type O. Les géantes de type O peuvent détruire 8210 aussi, puisque tout est en mouvement dans cette galaxie. Dans l'avenir, il se peut que ça arrive. Mais à ce moment-là, on se sera sans doute beaucoup éloigné. Mais pas de quoi être rassuré. La menace de HR 8210 n'a été découverte qu'en 2002. Combien d'autres futures supernovas nous entourent? Sont-elles proches? Et quand se produira l'explosion? Pour ne rien arranger, certains astronomes affirment que les supernovas vont se multiplier à l'avenir dans notre région du ciel. Notre système solaire est en orbite dans la galaxie, mais pas à la même vitesse que les bras de la Voie lactée. Cela signifie qu'à un moment donné, on va sans doute s'engager dans l'un de ces bras, qui contiennent beaucoup plus de grosses étoiles. Certaines d'entre elles vont arriver en fin de vie, produisant ainsi des supernovas. Et là, ce sera une vraie menace pour la Terre. Mais en attendant, nous sommes en relative sécurité dans notre coin de la galaxie, pour encore au moins quelques millions d'années. Cela nous laisse le temps pour de nombreuses explorations, et encore plus de surprises. Nous vivons dans un environnement assez varié. La galaxie n'est pas un espace statique, donc ce sera toujours aussi passionnant, même au bout de plusieurs milliards d'années. De nos os, le fer de nos globules. Tous ces éléments sont des éléments lourds. On sait que le Soleil est au moins une étoile de seconde ou de troisième génération, parce qu'il est entouré de planètes, de corps composés de fer, de carbone et d'autres éléments lourds. Mais les processus à l'origine de la vie sur Terre ne semblent pas se produire à l'extérieur de la zone. Plus près du bord de la galaxie, les supernovas massives et donc les éléments lourds sont plus rares. Plus loin dans la galaxie, on n'a pas autant d'atomes comme le carbone, le nitrogène ou l'oxygène, ces atomes essentiels à la formation de la vie. La zone habitable de la galaxie s'arrête donc à la distance au-delà de laquelle on n'a pas ces atomes lourds pour créer la vie. Si la partie externe de la galaxie ne constitue pas un environnement très hospitalier, c'est encore pire dans sa partie interne. La force de gravité d'énormes planètes gazeuses risquerait de nous réduire en miettes. Les sources de danger se multiplient à l'approche du cœur de la galaxie. À l'époque de Copernic, on pensait être au centre de l'univers. Même quand on a commencé à mieux connaître le ciel, on pensait encore être au centre de la galaxie. Mais maintenant qu'on en sait ciel, on pensait encore être au centre de la galaxie. Mais maintenant qu'on en sait plus, on sait que c'est plutôt une bonne chose de ne pas se trouver au centre de la galaxie. Au centre de la Voie lactée se produit une grande aspiration de matière et même de lumière. C'est Sagittarius A, un trou noir de près de 23 millions de kilomètres de diamètre et 3,7 millions de fois la masse du Soleil. Si le centre de la galaxie comporte un trou noir, ce dernier émet beaucoup de radiation, suffisamment en tout cas pour éliminer la vie telle qu'on la connaît. Donc il ne faut pas se trouver trop près. Il y a d'autres régions de la galaxie qui ne sont pas non plus très hospitalières pour la naissance de la vie, à cause des radiations émises par des étoiles de type O, extrêmement chaudes. Au début, il y avait les ténèbres, et soudain, bang! Survient la naissance d'une expansion infinie de temps, d'espace et de matière. Chaque jour, de nouvelles découvertes dévoilent les mystères, les secrets époustouflants et implacables de l'endroit que nous appelons l'univers. Dans l'univers, il est important de connaître ses plus proches voisins. Mais que connaissons-nous vraiment de notre coin de la galaxie? Au cours des dernières années, les scientifiques ont percé des secrets incroyables, juste à côté de chez nous. Nous découvrons de nouvelles lunes, de nouvelles planètes et de nouveaux mystères. C'est comme si vous découvriez dans votre rue une maison que vous n'aviez jamais vue.
Nous faisons la connaissance de nouveaux voisins qui ne font que passer. Il existe des planètes qui errent dans la galaxie sans domicile fixe. Nous retrouvons d'anciens amis dont les jours sont comptés. Betelgeuse se transforme peut-être en supernova aujourd'hui même. Partons donc faire un tour dans notre coin de l'univers que nous commençons tout juste à connaître. Voyons où se place la Terre dans la Voie lactée. Notre quartier, ce n'est pas ça. Ça non plus. Ni ça. Ce n'est même pas ça. Et toujours pas ça. Si l'on prend encore plus de recul, notre quartier est un immense nuage de gaz. D'après les astronomes, notre système solaire se déplace à l'intérieur du nuage interstellaire local, aussi appelé fleuve local, à cause de sa faible densité et de sa forme irrégulière. Les gaz du nuage sont principalement de l'hydrogène et un peu d'hélium. Il y a aussi des traces d'éléments plus lourds, comme du carbone, de l'oxygène et du nitrogène, en suspension. Une hypothèse scientifique avance même que nous vivons dans une zone très exclusive. Les éléments organiques nécessaires à la naissance de la vie sont-ils également venus de l'espace? À l'intérieur de météorites rares, appelées chondrites carbonées, des scientifiques ont découvert des éléments organiques semblables à ceux qui ont participé à l'apparition de la vie sur Terre. Ces composants ressemblent à ceux qui furent prélevés sur différents objets, comme les micrométéorites de la banquise antarctique, ainsi que de la poussière interstellaire et des échantillons de comètes prélevés lors de la mission Stardust de la NASA en 2005. La naissance de la vie implique une longue série de réactions et une grande variété de molécules organiques, c'est-à-dire contenant du carbone. De plus, il faut sans doute différentes circonstances pour former les différentes sortes de molécules organiques. Certaines ont pu se former sur Terre, mais d'autres se forment peut-être plus facilement dans l'espace et auraient donc été ensuite apportées sur Terre par des météorites ou des comètes. Sans ces cadeaux extraterrestres livrés par nos voisins spatiaux, la vie ne serait peut-être jamais apparue sur Terre. Nos voisins de la Voie lactée nous auraient donc aidés à venir au monde. Mais notre galaxie contient aussi des éléments susceptibles de nous détruire. Par exemple, une étoile naine orange appelée Gliese 710. Sa masse est environ équivalente à 60% de celle du Soleil. Elle est actuellement à 63 années-lumière de la Terre et ne cesse de se rapprocher. Gliese 710 semble bien se diriger droit sur notre système solaire. Au fur et à mesure qu'une naine orange se rapproche du système solaire, elle devient de plus en plus inquiétante. À presque exactement une année-lumière de la Terre, se trouve une immense zone de corps gelé, appelée le nuage d'Oort. Les corps du nuage d'Oort risquent de se transformer en comètes s'ils s'approchent trop près du Soleil. Mais en général, on ne les voit pas parce qu'ils sont encore très loin du Soleil. Des milliards de comètes potentielles sont donc là, à attendre qu'une force gravitationnelle leur donne de l'élan. La force de Gliese 710, par exemple. Gliese 710 va entrer en collision ou au moins commencer à perturber le nuage d'Oort d'ici environ 1,3 million d'années. Si Gliese 710 s'approche trop près, sa gravité risque de transformer d'inoffensifs morceaux de glace et de poussière en comètes menaçantes pour notre planète. Les conséquences pourraient être dramatiques. À ce moment-là, il pourrait se produire une véritable attaque de comètes sur le système solaire, qui pourrait bien provoquer une nouvelle extinction massive. On n'est pas certain que ça arrive un jour, mais c'est possible. D'après les astronomes, il y a 86% de chances pour que Gliese 710 traverse le nuage d'Oort.